ce point sur l'immobilier à la fin du second semestre 2023 pour vous expliquer un petit peu où est-ce que nous en sommes, pourquoi nous en sommes là et quelles sont les perspectives en fait à venir. Alors, sachant que je ne suis pas devin, mais on a quand même une petite idée quand on voit ce qui se passe au niveau international, puisque le retournement de la conjoncture immobilière se manifeste dans tous les pays de l'OCDE. Retournement qui s'explique en grande partie par les taux des crédits. Voilà, les taux des crédits ont augmenté brutalement à partir de juillet 2022, alors qu'ils étaient en baisse continue depuis 2009. Voilà. En 2009, le taux de crédit moyen était de 5% et pour atteindre finalement en 2020, depuis 2019-2020, un taux proche des 1%, voire en deçà. Ça, je vous l'ai expliqué dans une première vidéo qui date du mois de janvier, où je vous expliquais en fait comment, par la planche à billets, on avait pu obtenir des taux comme cela. Alors, les banques, pour moi, les banques ont été les grands dérégulateurs du marché. Parce que non seulement elles ne margent pas sur les crédits immobiliers, mais en plus de ça, elles se sont lancées dans une course à l'échalote et un gain de part de marché. Donc clairement, le crédit immobilier, qui est un produit d'appel, a été encore plus utilisé. Depuis 2015, le marché de l'immobilier en fait a été stimulé notamment par des incitations fiscales avec la loi Pinel, une révision du prêt à taux zéro, et on a des opérations de crédit un nombre d'opérations de crédit qui a augmenté. Je vous mets le petit graphique là. Voilà, vous voyez 2020-2021, l'après-Covid, qui a été une période assez dynamique, puisque les gens se sont rendus compte qu'ils étaient mal logés, ils avaient envie de verdure. Il y a eu le développement du télétravail qui a permis en fait de s'éloigner de sa zone pour retrouver un petit peu la nature et se loger autrement. Depuis 2019, le Haut Conseil à la stabilité financière en fait surveille l'éventuelle apparition d'une bulle sur le marché de l'immobilier. Et donc, début 2019, il demande aux banques un reporting de leur activité de crédit avec des critères qui étaient bien plus fins que ce qui était fait jusqu'à présent. Ce qui donne une recommandation à fin décembre 2019 de la part du Haut Conseil à la stabilité financière de limiter les crédits en fonction du taux d'effort à 33% et sur une durée maximale de 25 ans, sauf pour le neuf où c'est 27 ans, puisqu'il y a un différé de 2 ans. Je vous mets le graphique en fait de l'évolution des crédits en fonction du taux d'effort. On voit que les crédits où le taux d'effort des ménages est supérieur à 35% étaient en train de gonfler jusqu'en 2019. Et on voit que ça s'arrête. On voit aussi que la part de l'emprunt divisée par la valeur du bien, qui est un indicateur de risque pour les banques, le loan to value, augmentait. Augmentait notamment depuis 2015 et de manière continue. C'est-à-dire que les banques prêtaient sans se garder une marge de sécurité. Et donc le Haut Conseil à la stabilité financière intervient avec des recommandations qui sont de bon sens en fait. Parce que augmenter le taux d'effort, augmenter la durée des crédits, réduire les exigences en termes d'autofinancement, a fait que la demande a été encore plus forte et le pouvoir d'achat des ménages a été encore plus élevé. Et du coup, la valeur de l'immobilier a encore augmenté. Alors que finalement, parallèlement, les revenus n'augmentaient pas. Ils n'ont augmenté qu'en 2023. Et ils ont commencé à suivre l'inflation. Mais avant, ils n'augmentaient pas. Il n'y avait aucune justification. Si bien que, par exemple, en 2000, la durée moyenne initiale d'un crédit était de 13,6 ans. En 2023, mars 2023, chiffre Banque de France, on est à 22,2 ans. Et notamment pour les primo-accédants. Et les jeunes, elles dépassaient les 25 ans. Donc le Haut Conseil à la stabilité financière a dit stop. Bien qu'il y ait dans les recommandations une dérogation pour les primo-accédants. Et pas que, les banques avaient une marge de manœuvre. Au 1er janvier 2022, cette recommandation devient obligatoire. Ce n'est plus une recommandation. Cette fois-ci, le taux d'effort à l'octroi des crédits doit être maximum de 35% et la maturité de l'octroi des crédits ne doit pas excéder 25 ans. Il y a
une marge de flexibilité de 15% sur les nouveaux encours, calculés trimestriellement, mais bon, voilà. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé qu'avec donc ça, 1er janvier 2022, juillet 2022, augmentation des taux d'intérêt. Forcément, le marché qui était en tendance haussière sur des allongements de crédit, de durée de crédit, sur des conditions d'octroi de crédit qui étaient hyper favorables, les conditions se resserrent et là, les taux finalement se resserrent sur les ménages et la capacité d'emprunt diminue. Ainsi que le nombre d'acquéreurs potentiels. Donc on a capacité d'emprunt qui diminue et nombre d'acquéreurs qui diminue. Face à un immobilier qui est très élevé. Le prix de l'immobilier est très élevé. Et on a eu aussi le phénomène du taux d'usure, qui est calculé trimestriellement, alors que les taux d'intérêt, eux, augmentaient mensuellement. Ce qui fait que les banques, en fait, ne pouvaient pas prêter, puisqu'elles étaient tout de suite au taquet du taux d'usure. 2022 a été marqué quand même par des marges négatives pour les banques au niveau des crédits. Elles margeaient négativement, donc ce qui n'était absolument pas possible. Il fallait donc réagir et la Banque de France a réagi en permettant pour une durée de 6 mois, et depuis le 1er février 2023, pour une période initiale fixée à 6 mois, de réévaluer le taux d'usure tous les mois. Pas forcément pour que les banques octroient plus de crédit, puisqu'on a compris qu'en appuyant sur le bouton crédit, ça pouvait alimenter l'inflation. C'est en ça qu'on est venu lutter, mais simplement pour que les banques ne perdent pas d'argent en fait lorsqu'elles font des crédits. Voilà, c'était surtout pour protéger les banques. Donc où en sommes-nous aujourd'hui à l'instant T ? On en est sur un marché qui a connu des prix incroyables, et notamment à Bordeaux. À Bordeaux, avec la LGV depuis 2017, on a eu une envolée des prix. Donc, il n'y a pas eu que 2020 et 2021 en fait pour augmenter les prix, mais il y a eu aussi ce phénomène de LGV avec un afflux massif de Parisiens, un afflux massif de pain au chocolat. et du coup, aujourd'hui, à Bordeaux, on a un prix de l'immobilier que les ménages ne peuvent plus se permettre avec cette augmentation des taux d'intérêt et le resserrement des conditions de crédit. Apporter 20% du prix de la transaction. 20% du prix de la transaction, des taux d'intérêt qui ont augmenté, qui ont fait baisser le pouvoir d'achat des ménages face à des vendeurs qui ont une exigence, parce qu'ils sont sur les prix qui étaient autrefois, et un blocage aussi de l'allongement de la durée des prêts, et heureusement, on est face à un mur en fait. Les ménages ne peuvent pas acheter aux conditions des vendeurs. On n'avait jamais vu ça. Les crédits étaient à un taux historiquement bas. 1% ne rémunère ni le risque, ni la durée, ni le temps. Donc, c'était juste une hérésie. Merci la planche à billets de la Banque Centrale Européenne. En fait, c'était ça qui n'était pas normal. Et les banques, comportement des banques complètement hallucinant, qui se lancent toujours dans des gains de part de marché, puisqu'elles taxent... elles ne taxent pas, mais elles font payer surtout les services pour se faire en fait des bénéfices. Donc elles voulaient prendre des parts de marché, mais on a eu un immobilier qui a été complètement déconnecté. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est même la Cour des comptes qui le remarque. En juillet 2023, la Cour des comptes écrit « Les difficultés d'accès au logement tiennent à la nature du marché immobilier français, dont les prix peuvent être de plus en plus déconnectés des revenus des ménages, notamment dans les zones tendues. » C'est le cas de Bordeaux. C'est notamment le cas dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, dans lesquelles il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande. Le déséquilibre, il était là. Aujourd'hui, on a une demande qui a fortement chuté. Voilà. Le besoin de logement est toujours là, mais la demande a chuté parce que les acquéreurs ne peuvent pas faire face aux exigences des vendeurs.
Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, j'ai envie de vous dire, quand on voit l'évolution des crédits en fonction de la durée, vous voyez, donc là, je vous le mets là, on était quand même sur des durées qui commençaient à devenir vraiment longues et j'ai pas envie personnellement, j'ai pas envie que mes enfants achètent leur bien immobilier en s'endettant sur 50 ans. On était parti franchement pour faire des choses de ce genre. Tout ça pour avoir un prix d'immobilier qui est hyper élevé. L'objectif de l'immobilier, c'est de se loger d'abord, hein, avant tout. C'est avoir un toit. Avoir des personnes endettées, plus qu'endettées, avec des taux d'effort qui commençaient à être déraisonnables pour les personnes, et qui les mettait en fait en difficulté en cas de retournement de marché, tout ça c'était pas enviable. En Suède, je sais pas, mais en Suède, et pour vous dire que c'est possible, hein, en Suède, les ménages s'endettent, ils ont une limite d'endettement de 105 ans. Mais il était possible pour eux de s'endetter jusqu'à 140 ans. Enfin, je veux dire, et c'est pour ça que là, il y a un resserrement en fait des conditions d'octroi de crédit, mais vous voyez que la situation peut déraper. Au Japon, il y a une limitation qui est fixée à 35 ans. Mais les crédits se font aussi jusqu'à 50 ans. Voilà. Il y a des dérogations qui vont jusqu'à 50 ans. À 30 ans, 35 ans, vous achetez votre bien immobilier et vous finissez de le rembourser à 85 ans. C'est complètement du non-sens. Donc voilà, les prix se sont décorrélés de la réalité. En fait, on a eu des prix des logements qui ont fait x2,5 et 3 depuis 2000. Alors que le SMIC, que je prends pour référence, disons, voilà, le revenu comme indice de revenu, lui, il a fait que depuis les années 2000 que 1,7 fois 1,7. Donc, obligatoirement, on a eu un point de chauffe qui se répercute bien sûr sur la stabilité financière et sur aussi la pérennité des ménages à rembourser leur emprunt sur du long terme. On a de la chance en France d'avoir des taux d'intérêt qui sont fixes. Vraiment, ça c'est une chance qu'on a et c'est ce que ne connaissent pas en fait beaucoup de pays où la conjoncture immobilière en fait est beaucoup plus mauvaise puisque les ménages en fait sont directement confrontés à cette hausse, non seulement hausse de l'inflation et baisse de leur pouvoir d'achat, voilà, de leur consommation courante, mais en plus un crédit, un coût de l'immobilier qui se trouve accru. Donc voilà. Donc quelque part en fait, je me dis que c'est une bonne chose, même si moi personnellement en tant qu'agent commercial en immobilier, ça ne m'arrange pas. Je préférerais qu'on reste sur une bonne dynamique du marché, mais en même temps c'est aussi une bonne chose pour les générations qui arrivent, pour les jeunes qui veulent se loger, parce qu'on était sur une tendance qui n'était pas ni tenable ni souhaitable à terme. Voilà. Bon, je vous remercie de votre écoute.